Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à Nantes. Alors je vous salue au nom de Patrick Rimbert, le maire de Nantes, qui est très heureux que ce colloque ait lieu dans notre ville. Je vous salue également en tant que présidente de l'Union départementale des CCAS, qui est une association qui regroupe 102 CCAS et CIAS du département, qui représente à peu près 80% de la population de Loire-Atlantique, qui est une association qui travaille beaucoup sur toutes les questions, forcément, puisque c'est l'association départementale des CCS, mais qui a l'avantage de croiser, déjà de faire ce travail de croisement des pratiques, des modes de faire, des confrontations, des expériences que chacune et chacun mène sur le terrain. Donc je tiens à les saluer, d'autant plus que j'ai vu certaines et certains de mes collègues dans la salle, et que l'Union départementale a aussi facilité pour les CCS adhérents la venue à ce colloque, en les aidant simplement, voilà, techniquement parlant. Et je crois qu'il y en a une petite, un peu moins d'une vingtaine qui sont présents, voilà, qui sont présents aujourd'hui. Ce colloque sur la santé mentale et la précarité sociale a une importance particulière, je dirais, à mes yeux. Pourquoi? Parce que le gouvernement a lancé, je vous rappelle, en décembre 2012, un plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour favoriser l'inclusion sociale, et que la ministre qui est porteuse de ce plan, qui est Marie-Arlette Carlotti, exprime à chaque fois qu'elle intervient pour développer ce plan pluriannuel auprès des différents partenaires. Elle intervient à chaque fois pour souligner l'importance du travail des travailleurs sociaux, qui sont les premiers sur le terrain à être confrontés à l'augmentation de la pauvreté, à être confrontés à l'évolution des problématiques de précarité sociale et de santé mentale. Et donc voilà, je tenais à rappeler qu'on est vraiment sur cette approche de faciliter, en tout cas d'essayer de faciliter le travail des travailleurs sociaux sur le terrain. Et c'est pour ça que la question qui est posée dans le titre du colloque, le « Que fait-on ensemble ?», me paraît être la question essentielle. Parce qu'on est tous sur nos différents domaines d'activité, que ce soit social, sanitaire, médico-social. On est tous embarqués dans nos quotidiens, dans nos pratiques. Et de temps en temps, il est bien qu'on se pose, qu'on se rencontre, qu'on évoque nos différentes expériences et qu'on essaye de trouver les moyens de mieux travailler ensemble. Et je crois que c'est en partie l'objet de ce colloque. Donc je m'en réjouis. Et je ne vais pas garder la parole plus longtemps parce que les personnes les plus importantes sont à ma gauche. Donc je vous souhaite en tout cas un très très bon colloque, qu'il soit productif et qu'il surtout il vous enrichisse. Merci Madame Lefranc, ça fait toujours plaisir de s'entendre identifié comme une personne importante. Voilà. Bruno Le Capitaine, donc directeur général de l'ARIFT, ravi à mon tour de vous accueillir pour ces 2 journées de colloque. Je voulais vous souhaiter la bienvenue au nom du conseil d'administration de l'ARIFT et de son président, Jean-Yves Martin-Banois, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, en tout cas pour ces 2 journées. Alors l'ARIFT, l'association régionale des instituts de formation en travail social, est une association jeune. Elle a 4 ans et demi. Elle est née officiellement le 1er janvier 2009, née de la fusion de 3 associations qui étaient de vieilles associations ligériennes, implantées de longue date sur le territoire. Alors 4 ans et demi, si on en croit certains psychologues du développement, 4 ans et demi, c'est l'âge de la grâce. Pas tout à fait encore l'âge de raison, mais nous nous employons à atteindre cette prochaine étape. L'ARIFT a pour objet de promouvoir et mettre en œuvre, en lien avec les politiques sociales publiques, la formation et le perfectionnement des acteurs des champs éducatifs, sanitaires et sociaux, dans une perspective de développement des personnes, de solidarité et de lutte contre les exclusions. C'est ce qu'indique son projet. C'est un engagement citoyen que nous mettons quotidiennement à l'œuvre des 16 formations que nous dispensons dans nos établissements. Alors, 2 établissements, le Ponant à Nantes,
le Safran à Angers, mais également à l'épreuve ou à l'œuvre dans les sessions de formation qu'organise et réalise notre service de formation continue, service régional, ou encore engagement citoyen que nous mettons à l'épreuve et à l'œuvre dans les accompagnements que nous réalisons pour les candidats à la VAE. Mais vous avez, je crois, dans le hall, quelques documents qui présentent un peu plus longuement et largement les activités de la RIFT. Alors, nous formons des travailleurs sociaux tout au long de leur vie professionnelle à l'accompagnement des personnes en besoin d'étayage, personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur situation, personnes en détresse, en difficulté d'existence, sans plus de prise sur le cours des événements, personnes en souffrance psychique, désolidarisées, marginalisées, en défaut d'appartenance, mais également personnes en quête d'elles-mêmes, en recherche de reconnaissance et de respect, personnes en attente de portage au sens de Winnicott, portage social et solidaire qui leur permettra de prendre ou de reprendre pied. Les travailleurs sociaux que nous formons n'ont bien entendu pas seuls la charge des questions existentielles ou des problèmes très concrets que posent ces existences fragiles et fragilisées, dont il sera largement question pendant ces 2 jours. C'est pour ça que nous sommes particulièrement soucieux de faire ensemble. Faire ensemble, pour nous, c'est à la fois tenir les lignes de front des questions sociales, en formation qu'on dirait réticulaire ou partenariale, c'est faire preuve d'initiative également dans la recherche de solutions immédiates ou durables, c'est miser sur l'instituant quand l'institué ne semble plus y pourvoir, c'est cultiver l'art du braconnage, comme le dit Michel de Certeau, sinon du bricolage pour que le sujet puisse compter d'une manière ou d'une autre sur les dispositifs de prise en charge et d'accompagnement, lesquels n'ont pas nécessairement toutes les réponses à apporter à la diversité des situations. Le partenariat, nous sommes bien placés pour en souligner les ressources, en identifier les difficultés et parfois en localiser les impasses. En effet, nos formations sont, la plupart d'entre elles, co-réalisées avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le cadre de ce qu'on appelle l'alternance intégrative. Pour qu'il y ait partenariat, il faut qu'il y ait connaissance et reconnaissance réciproque. Nous œuvrons en ce sens dès les formations initiales et nous franchirons une nouvelle étape à la rentrée 2013 avec la mise en place d'un socle commun des formations de niveau 3. Ces formations qui mènent au métier qu'on appelle canonique. Socle commun dans le cadre de l'intégration de nos formations au système européen de transfert de crédit, ce qu'on appelle le système ECTS. C'est une grande nouveauté dans le cadre de nos formations. Mieux se connaître, mieux s'apprécier, partager des références, parler la même langue pour mieux travailler en réseau et en partenariat. En tout cas, c'est notre ambition et c'est celle que nous allons poursuivre dans ce nouveau cadre des formations. Permettez-moi d'exprimer un regret, quand même. Un regret qu'aujourd'hui encore, les formations sociales et les formations sanitaires ne soient pas mieux articulées, alors que c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis quelques décennies. Pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette journée, principalement les membres du comité de pilotage et technique, avec une mention spéciale peut-être, mais les autres n'en prendront pas ombrage, une mention spéciale à Régis Séché, notre responsable régional de la formation continue, et à Erwan Othès, qui est directeur adjoint du CCAS de la ville de Rozay. Une mention également spéciale aux salariés du service régional de formation continue de la RIFT qui ont beaucoup travaillé et qui étaient sur le pont ce matin de très très bonne heure. Les deux comités de pilotage et technique auront été tout au long de la préparation de ce colloque de véritables laboratoires de ce que nous avons mis en exergue, à savoir le partenariat. Parfois les discussions étaient des discussions franches et denses. Remerciements également aux intervenants qui ont accepté de prêter leur concours à ce colloque et de soumettre leurs conceptions, leurs travaux de recherche, leurs expérimentations et leurs pratiques dans le domaine des cliniques de la précarité. Je ne doute pas que nos échanges tout au long de ces 2 journées resteront accueillants aux divergences et respectueux des différences. Remerciements enfin à tous les partenaires, ils sont très nombreux,
dont l'implication est la garantie de la réussite de ce colloque. En tout cas, je vous souhaite 2 journées denses et intenses. Bien. Et là, cette fois, c'est au nom donc, du comité d'organisation du colloque que je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette manifestation. Et je vais faire bref parce que nous avons un petit peu débordé déjà le timing qui avait été prévu. Et vous allez voir, nous avons un menu relativement copieux. D'abord, un tout petit mot sur la jeunesse de ce colloque. La jeunesse de ce colloque, c'est tout simplement une rencontre en fait, entre des personnes s'intéressant à la question de la souffrance sociale, de la souffrance psychique et des difficultés que pose l'accompagnement des populations présentant ces troubles et ces difficultés. Notamment en termes d'articulation. L'articulation entre le sanitaire et le social est un objectif qui ne date pas d'hier, qui d'ailleurs s'opère, des fois de façon d'ailleurs très créative, et puis d'autres fois de façon un petit peu plus compliquée. Et il nous a semblé important de faire le point, d'une part en utilisant les travaux d'un certain nombre de chercheurs au niveau national sur cette question, et en mettant aussi en exergue les pratiques locales des acteurs qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc les objectifs du colloque, je les rappelle très rapidement. Présenter d'abord l'état des savoirs théoriques en France aujourd'hui concernant les effets de la précarité sociale sur la santé mentale et les modalités pratiques de traitement des populations concernées. Premier objectif. Second objectif, exposer et confronter les pratiques locales en matière de prise en charge des populations souffrant de troubles psychiques par les professionnels appartenant à différents secteurs, principalement à celui de la psychiatrie d'un côté et à celui du travail social de l'autre. Et enfin, troisième objectif, faire le point sur le cadre institutionnel des politiques de santé mentale pour envisager les conditions d'une meilleure articulation entre les différents acteurs œuvrant de ce secteur, chercheurs, professionnels et décideurs. Bruno Capitaine soulignait que cette initiative avait été montée, construite de façon partenariale, c'est moins qu'on puisse dire. Nous étions partis à très peu, comme dit je sais pas quoi, c'est la pièce de théâtre, et nous sommes arrivés à être nombreux, peut-être un peu moins que dans la pièce de théâtre quand même. Voilà, il faut maîtriser les citations que je ne maîtrise pas, merci Erwan. Mais tout le monde a compris, hein, je pense. Hein. Voilà, on est parti très peu, on arrive beaucoup. Bon, passons. Les organisateurs de ce colloque, donc, ils ont été cités, la RIFT, l'UDCCAS, également l'ELP du CHU de Nantes, l'équipe de liaison précarité dans la psychiatrie 4, le centre hospitalier Georges de Maison, au niveau de son pôle intersectoriel, l'AFNARS, la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale des Pays de Loire, le CENS, le Centre nantais de sociologie de l'Université de Nantes, Médecins du Monde, Nantes, et la mission santé publique de la ville de Nantes. Donc voilà les organisateurs qui ont composé le comité de pilotage. Ils ont été soutenus par le CCAS de la ville de Rezé, la Caisse mutuelle complémentaire d'action sociale d'EDF, le Conseil général de Loire-Atlantique, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie des Pays de Loire, l'Agence régionale de santé des Pays de Loire, la mission santé publique de la ville d'Angers, l'Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux, la Maison des sciences de l'homme de Nantes, Ange Guépin, l'UNAFAM, l'Union nationale des associations des familles ou amis de personnes malades, le groupe d'entraide mutuelle Le Nouveau Cap de Nantes, et enfin la MAIF, qui nous a soutenus également. Voilà, je tiens à dire que derrière ces sigles, il y a aussi des personnes, et je me permettrai quand même de les saluer. C'est des prénoms que je vais donner, mais Cécilie, Nelly, Laurence, Isabelle, Soisic, Corinne, Erwan, Samuel, c'est important parce que derrière des institutions, c'est des personnes qui donc effectivement depuis 1 an travaillent à monter ce projet. Voilà pour en gros la genèse de ce colloque. Je vais maintenant aller très vite pour présenter le déroulement. Alors on vous a tous remis une pochette, vous allez avoir le détail du menu donc, de ces 2 jours. Je vais simplement décrire le menu de ce matin. Donc Erwan Hôtesse donc, va présenter un interview
de Robert Castel que nous avons réalisé au mois de janvier. Ensuite, Jean Furtos interviendra. Une pause est prévue autour de 10h45, 11h. Nous reviendrons ici en plénière. Cette fois, c'est Michel Hôtesse et Hervé Ignal qui donc, présenteront leur communication. Et ces deux communications seront suivies d'un temps d'échange avant le repas. Et entre ce temps d'échange et le repas, il est prévu un petit intermède, mais dont je vous laisse le soin de découvrir. Le repas de midi est prévu entre 12h45 et 14h. Cet après-midi, nous redémarrerons cette fois directement en atelier. Alors, vous avez dû normalement avoir les indications précises concernant le lieu de chacun de ces ateliers. Donc, les ateliers auront lieu de 14 à 16h. Une pause est prévue de 16h à 16h30, suivie d'une communication de Michel Joubert. Un temps d'échange jusqu'à 17h15. Et à nouveau, la Belle Boîte, donc une compagnie de théâtre, vous proposera une animation théâtrale de 17h à 17h30. Enfin, pour terminer la journée, la ville de Nantes offre un cocktail qui aura lieu à côté. Voilà, pour demain, écoutez, je ne vais pas vous casser les pieds, en sachant seulement que demain, les travaux reprennent à 9h. Je donnerai des détails à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Ah oui, si jamais dans vos poches, vous possédez ces petits animaux qui font de temps en temps du bruit quand on ne souhaite pas qu'ils en fassent, n'hésitez pas à les mettre sur silencieux, c'est plus facile. Il faut savoir que l'ensemble des communications en plénière vont faire l'objet d'un DVD qui pourra être disponible dans environ un mois, et donc nous pourrons mettre à disposition des participants. Vous avez aussi noté qu'il y a plusieurs stands dont vous avez pris connaissance. Alors notamment le stand du prix de l'écrit social, animé notamment par Carole, une table de presse donc proposée par l'Hébraïque Vent d'Ouest, un stand de la Maïf, et voilà. Dernier petit détail, mais qui n'est pas sans importance, je tiens aussi à remercier donc dans les personnes qui nous ont soutenus, notamment le CCAS de Rezé, le Conseil général de Loire-Atlantique, la DRJSCS des Pays de Loire, la Caisse mutuelle et complémentaire d'action sociale et la mairie de Nantes qui ont contribué financièrement à la tenue de ce colloque. Voilà, je vous souhaite, au nom donc du comité d'organisation, un excellent colloque. Erwan, à toi. Merci Régis. Avant de passer la parole à Jean Furtos, et compte tenu de la disparition de Robert Castel, en fait, on a fait un entretien de Robert Castel en janvier. Je vais juste dire quelques mots pour présenter cet entretien qui dure une vingtaine de minutes. Lorsque nous avons sollicité Robert Castel à l'automne 2012 pour participer à ces 2 journées, il nous a dit 2 choses. Il a dit « oui, je viendrai avec plaisir ». Il a dit « en même temps, vous savez, je ne sais pas si j'aurai grand-chose à dire ». Alors, cette réponse est un peu à son image. Je pense à sa modestie. Cette modestie, on la retrouve dans la formulation de ses pensées, pensées toujours soumises à de fines balances. Cette modestie n'est certainement pas étrangère à l'intelligence de ses réflexions et à l'élégance de sa pensée. Je ne donnerai qu'un exemple de cette élégance. Lors du jour de l'interview, le 17 janvier 2013, alors qu'il était souffrant, il m'a appelé pour demander de faire l'entretien chez lui et non à son bureau de l'EHESS comme c'était prévu. Et cet appel, je m'en souviens bien, car malgré son statut, malgré son état à ce moment-là, il s'est excusé au moins une dizaine de fois de ce changement de lieu. Alors, je n'aurais pas grand-chose à dire, nous dit-il. Donc, pourquoi le solliciter dans un colloque traitant de santé mentale et de précarité sociale ? Comme le soulignait Madame la ministre de la Recherche dans son hommage, lors de sa disparition, Robert Castel a su, tout au long de sa carrière, allier rigueur scientifique et engagement citoyen, contribuant activement au débat sur une autre psychiatrie dans les années 1970. Je cite la ministre, « Ces analyses visionnaires constituent une source d'inspiration pour les chercheurs, bien sûr, mais aussi pour tous les acteurs du débat social. » Et en effet, il fut une source d'inspiration. Pour le sociologue Claude Dubar, les métamorphoses de la question sociale
demeure depuis 1995 un best-seller pour les sociologues du travail du monde entier. Je penserai également aussi à Jean Furtos, qui s'est appuyé sur les travaux de Robert Castel, notamment autour des concepts de désaffiliation, pour développer une clinique de la précarité, une clinique de la perte des objets sociaux. Deux dimensions essentielles du travail de Robert Castel sont à souligner. Son analyse de la psychiatrie et son analyse de la précarité, de l'effritement de la société salariale. Dans les années 70, Robert Castel développe une critique marquante de la psychiatrie qui dialogue avec les perspectives généalogiques tracées par Michel Foucault. Castel fut un des pionniers à percevoir les ravages que continuent de faire les politiques néolibérales et les politiques d'austérité sur les protections sociales. Protections sociales sans lesquelles il ne peut pourtant y avoir d'autonomie des individus. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'ouvrage Asile du sociologue américain Erving Goffman. Cet ouvrage, paru aux États-Unis en 1961 et paru en France aux éditions de Minuit en 1968, à la demande de Robert Castel, qui en avait fait la préface, à la demande de Robert Castel à Pierre Bourdieu, qui était alors directeur de la collection Le Sens commun. En effet, Robert Castel, lors de sa conversion à la sociologie, il était philosophe au départ, travailla pendant plus de 15 ans sur le champ de la santé mentale. On ne disait pas santé mentale à l'époque, on disait psychiatrie. Sur cette période, il publie différents ouvrages, notamment L'ordre psychiatrique en 1976 et La gestion des risques, publié en 1981 et réédité en 2011. Ce qu'il y écrit est une anticipation brillante de ce qui se passe encore aujourd'hui. Dans la nouvelle préface de La gestion des risques, écrite en 2011, Robert Castel dit la chose suivante. Je vais me permettre de le citer un petit peu longuement. À partir de la situation des années 1970, il serait ainsi dégagé deux lignes de développement des stratégies de gestion de l'individu très différentes, en apparence opposées, mais qui pourraient s'avérer complémentaires. La constitution de populations à risque déconstruit complètement le modèle de l'individu dans le cadre d'une planification administrative programmée à distance. Au contraire, les stratégies d'intensification des potentialités de l'individu s'attachent à travailler sur l'individu lui-même et à maximiser ses capacités. On ne saurait donc les assimiler, ni même, semble-t-il, les comparer. Cependant, ces approches se caractérisent par le même pragmatisme, même souci d'efficience et la même volonté d'instrumentalisation, tantôt pour conjuguer les menaces que portent certains individus ou groupes d'individus, tantôt pour maximiser leur rentabilité. Elles pourraient ainsi constituer deux pôles complémentaires d'une même politique, l'un imposant un contrôle centralisé et bureaucratique des populations susceptibles de poser problème, l'autre intervenant au plus près des individus pour les adapter à un système d'exigence qui lui aussi plane bien au-dessus de la tête des individus concrets. Robert Castel avait donné son accord pour venir à ce colloque. L'apport de sa réflexion théorique aurait marqué les débats, on en est persuadé. Donc je vous remercie pour l'écoute attentive de l'entretien qui va suivre. Pour notre part, je pense on le remercie sincèrement pour le temps qu'il nous a consacré. Je vous remercie, bon colloque. La précarité sociale devient-elle une norme dans notre société actuelle ? Alors peut-être que la norme, c'est un peu exagéré, parce que de toute façon, d'ailleurs, il me semble que c'est toujours imprudent d'essayer de jouer les prophètes. Enfin, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans, dans 20 ans? Notre société, il y a beaucoup d'incertitudes, et bon, ça ne veut pas dire, il faut aussi se méfier peut-être des interprétations les plus catastrophistes, hein, et donc qui diraient que ce soit vraiment la norme, c'est-à-dire que, par exemple, tous les emplois seraient des emplois précaires. Je pense qu'on ne peut pas dire ça aujourd'hui, on peut sans doute d'ailleurs pas dire le contraire, mais il me semble ce qu'on peut dire comme une sorte de diagnostic au présent, c'est que quand même, il me semble en tout cas que la précarité est devenue une dimension essentielle de notre paysage social, et peut-être aussi
le cœur d'une transformation profonde du monde du travail, au moins aussi importante que le chômage. On parle plutôt, je ne dis pas ça, sous-estimer le drame du chômage qui est un drame, effectivement, mais je crois qu'il y a un couplage comme ça, précarité, chômage de masse, qui fait qu'on assiste à une déstructuration de l'organisation du travail telle qu'elle s'était instituée dans ce qu'on appelait la société salariale, c'est-à-dire jusqu'aux à peu près années 60, 70, on peut dire que le monde du travail était dominé d'une manière assez hégémonique par un statut solide de l'emploi, hein, qui, bon, il y avait resté un peu sur les marges peut-être des situations, un marché secondaire du travail, etc. Mais en gros, c'était ce statut de l'emploi, ce qui veut dire un emploi qui paraissait à peu près assuré de sa durée, qui était fortement encadré par le droit du travail, et surtout, peut-être, enfin autant en tout cas, qui était source de protection forte, c'est-à-dire la protection sociale, la sécurité sociale avait été, dans une grande mesure, construite sur cette notion d'état, de statut de travail stable. Et il me semble, enfin, que c'est une des grandes données, pour ne pas dire peut-être la donnée principale, de ce qui s'est modifié autour des 30 ou 40 dernières années, dans le cadre de ce qu'on a commencé à appeler la crise des années 70, mais qui s'est avérée être justement quelque chose d'assez profond et dans laquelle nous sommes encore, et nous ne savons pas trop peut-être la manière dont nous allons pouvoir nous en sortir. La psychiatrie aujourd'hui, gérer la dangerosité d'un côté et rendre productive de l'autre. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse que j'avais été amené à faire, et puis j'allais dire, peut-être, enfin, malheureusement, elle a plutôt tendance à se vérifier. En tout cas, bon, dans les années 70, pas à la fin de la période où j'avais travaillé beaucoup sur la psychiatrie, la médecine mentale, etc. Au fond, quand même, j'avais été frappé parce que se dessinait une sorte de glissement comme ça dans la perception, hein, de la cible de la psychiatrie, hein, par rapport aux fous dangereux, par exemple, Esquirol, l'aliénisme, etc. Bon, et qui donc devait d'ailleurs être enfermé, enfermement thérapeutique, etc. La conception classique de la psychiatrie se dessinait un glissement, j'avais proposé d'appeler de la dangerosité au risque, c'est-à-dire des profils de population qui sont porteurs de risques. C'est pas les gens qui seraient dangereux en chair et en os, si je veux dire, mais pour lesquels on peut construire justement des profils à partir de certaines variables qu'ils partagent et qui font que ce sont des gens fragiles, menacés, potentiellement dangereux. Pour ceux qui ont des souvenirs anciens sur la psychiatrie de ces années-là, il y avait eu un grand projet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été très discuté dans les années 70, c'était le projet Gamin, gestion automatisée maternelle et infantile, et où l'idée était justement de répertorier tous les enfants qui naissaient en France, à leur naissance, en 2 ans, etc., et signaler des facteurs de risque comme ça, et qui étaient d'ailleurs extrêmement divers. Ça pouvait être que la mère soit une mère célibataire, ou étrangère, ou malade, enfin il y avait ça toute j'allais dire une floraison de facteurs possibles de risque, qui donc construisait un type de population
qui étaient susceptibles de poser des problèmes et sur lesquels, après, et dans un deuxième temps, eh bien, on pouvait se retourner, si on peut dire, quitte d'ailleurs soit éventuellement pour les aider ou pour enfin, en tout cas, les prendre en charge, mais sur le mode, justement, non pas de la répression directe de la dangerosité dans une relation face à face avec quelqu'un qui pose problème, mais justement par l'intermédiaire de la construction de ce profil. Et il me semble, bon, ça se dessinait dans la fin des années 70, je pense, et depuis, alors je crois, donc, ne serait-ce qu'avec les fantastiques moyens de l'informatique, hein, cette modalité de gestion des populations s'est développée d'une manière vertigineuse, hein, et on pourrait dire, c'est Mikhail Lysianos qui dit ça, que au fond, notre monde actuel, il est comme doublé d'une espèce de toile, hein, sur laquelle on peut inscrire comme ça une foule de facteurs de risque qui peuvent être d'ailleurs extrêmement divers. Toujours, ça peut être des risques sanitaires, des risques sociaux, des risques de délinquance, etc. Et alors donc, bon, il me semble, enfin, qu'il y avait ce mouvement qui se dessinait et qui était associé à un autre mouvement, apparemment justement complètement hétérogène, mais alors que comme ça j'avais commencé à être sensible à ça, ne serait-ce que parce que j'avais été aux États-Unis au début des années 70, un développement de tout ce qu'on appelait une thérapie pour les normaux, hein, c'est-à-dire des techniques psychanalytiques au sens large du mot, ce qu'on a appelé les bâtards un peu de la psychanalyse, type gestalt thérapie, co-counseling, etc. Enfin, toutes ces méthodes psychologiques, comme ça, bon, travaillant sur l'individu lui-même. Hein, et donc, pour augmenter son potentiel, dans une perspective justement qui n'est pas seulement, en tout cas, celle de la guérison ou de la réparation, mais plutôt de l'intensification des capacités de l'individu. Et il me semble que là aussi, bon, ce qu'on appelle le néolibéralisme, bon, qui est peut-être un concept, enfin, qu'il faut manier avec prudence, mais quand même, enfin, hein, c'est-à-dire cette nouvelle idéologie quand même assez dominante actuellement, quand on parle, par exemple, du fait que l'homme, ça doit être un entrepreneur de lui-même. Hein, c'est-à-dire que l'individu, et alors ça peut vouloir dire, je sais pas, en particulier le travailleur, mais ça peut aussi être dans d'autres secteurs d'activité, c'est quelqu'un justement qui non seulement se prend en charge, mais travaille sur lui-même pour améliorer ses potentialités. Et donc, bon, je ne prétends pas que ça couvre tout le spectre des politiques sociales, mais il me semble qu'il y a là, en tout cas, deux orientations, et à la fois, oui, comme je dis dans le mot que vous avez cité, là, apparemment antagoniste, parce que d'un côté, ça paraît une gestion technocratique avec ça se passe, je ne sais pas où, d'ailleurs, dans des ministères ou dans je sais pas, des spécialistes dont on ne sait pas trop d'ailleurs où ils sont et au nom de qui ils évaluent ainsi les gens. Donc il y a cette gestion là très, très bureaucratique, et puis à l'inverse quelque chose qui est plus convivial, plus de l'ordre justement de l'échange, et qui donc apparemment c'est un autre registre d'action sur autrui, mais ça pourrait fonctionner. Puis alors là c'est une hypothèse, et puis dans quelle mesure, et puis il faudrait
éventuellement vérifier des choses, mais d'une façon complémentaire, parce qu'il y a à la fois sans doute ce besoin justement d'une gestion de type administratif et précautionneuse des populations qui posent problème, et en même temps d'attention développer les potentialités de l'individu pour que, par exemple, il soit performant dans l'ordre du travail. Ça va d'ailleurs avec aussi souvent une critique des interventions de l'État, qui aurait pour vice de se mettre à la place des individus pour tout le discours, par exemple, sur la criminalisation, en tout cas la stigmatisation de l'assistance, peut se rattacher, en tout cas dans une certaine mesure, à cette orientation. La souffrance psychique. S'agit-il d'une forme de psychologisation des problèmes sociaux? Oui, enfin non, parce que, y compris là, ce que je disais avant, en présentant cette posture, disons, néolibérale pour aller vite, mais c'est dans une perspective critique, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, il y a eu un bout de polémique avec Ehrenberg et sa conception qui se fait de l'autonomie, parce que moi je pense effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose, un individu qui serait autonome comme ça, qui serait armé de ses capacités, je pense que pour être, si je peux employer une formule un peu imagée, un individu, ça ne tient pas debout tout seul, socialement parlant, ça a besoin de support, de ressources, de droits, etc. Et donc, je crois que il faut prendre cette conception, entre guillemets, néolibérale de l'individu dans une perspective critique, et donc ne pas non plus psychologiser cette orientation. Ça veut dire, effectivement, vous le rappeliez, il y a des gens qui, et de plus en plus, d'ailleurs on parle de souffrance psychique, etc., et je pense que ça peut être légitime de parler de souffrance psychique, mais ça n'est pas nécessairement, et à mon avis ça ne doit pas être la psychologisation des problèmes, parce qu'on peut, et peut-être on doit, en tout cas, interpréter la souffrance psychique comme les effets sur l'individu, c'est-à-dire aussi sur son économie psychique, en ce sens c'est bien quelque chose de psychologique, mais les effets sur son économie psychique de transformation, qui sont des transformations objectives, qui concernent ces supports que j'évoquais et qui sont nécessaires, je crois, pour qu'un individu jouisse d'un minimum d'indépendance sociale, et donc s'il perd ces supports, il se trouve déséquilibré, déstabilisé, et possiblement, effectivement, en situation de souffrance psychique. Mais je crois qu'il ne faut pas inverser la causalité comme apparemment, certains ont tendance à le faire. La psychiatrie et le social ont-ils vocation à travailler ensemble? Oui, mais ça peut être ça, mais justement, comme on le disait tout à l'heure, ça peut ou ça devrait aussi ne pas être ça, et je pense quand même qu'il y a une légitimité dans la mise en complémentarité de ces deux approches, qui ne sont pas nécessairement présentes pour que l'une bouffe l'autre, mais si on soit, en gros, comme ça, évoqué tout à l'heure, eh bien, que compris des problèmes sociaux aujourd'hui, du côté, vous allez parler beaucoup, je pense, de la précarité, les problèmes sociaux, ils sont importants,
ont des effets psychiques. Et donc je crois que le traitement des effets psychiques de ces phénomènes, disons pour aller vite, constitués à partir de la précarité, et en mobilisant des professionnels compétents du côté justement du traitement psychique des choses, c'est-à-dire plus ou moins des professionnels de la santé mentale, est tout à fait légitime et ne se réduit pas à, je crois, une psychologisation des problèmes sociaux. Mais de toute façon, ben, je crois que ça pose effectivement des problèmes qui peuvent être des problèmes difficiles, mais je ne suis pas sûr que ce soit propre à ce secteur-là. Enfin, je veux dire, enfin, bon, il y a cette complémentarité entre, disons, le social et puis le médical. Bon, ben, ça pose des problèmes de les articuler, en particulier concrètement dans les pratiques des professionnels, mais au fond, on trouverait ça enfin, c'est le problème de l'interdisciplinarité en général. Enfin, c'est une des difficultés de la professionnalisation des problèmes sociaux. Vos travaux ont-ils eu un effet sur les prises en charge des personnes en situation de précarité? Fou, parce qu'il n'avait peut-être pas besoin de moi pour trouver ça, mais je pense que, de toute façon, qu'il y a tout à fait des complémentarités, hein, et que je crois d'ailleurs que c'est en Furtos, là, par exemple, il parle, par exemple, je crois, de la clinique de la perte, hein, je crois, alors je sais pas, perte du travail, perte du logement, etc., et c'est ce que j'essayais un petit peu de dire tout à l'heure, en montrant justement en disant qu'il y avait des effets psychiques profonds, de certains décrochages qui renvoient aux conditions, et en particulier donc la précarité, le chômage, et puis la vie. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait aussi ajouter, par exemple, c'est Jean-Pierre Martin, par exemple, la rue précaire. Enfin, je crois que ce type d'analyse, qui en même temps, d'ailleurs, je ne dis pas ça pour les banaliser, mais il me semble qu'elle retrouve justement une inspiration, enfin, qui était un peu celle qui était la nôtre, entre guillemets, dans les années 60, enfin, 60-70, quand j'évoquais, par exemple, Bassalia, ou la pratique, en particulier celle, d'ailleurs, je crois, de Bassalia. Bon, ben, c'était ça, un petit peu. Hein, c'était prendre au sérieux la dimension sociale de la maladie mentale, travailler dessus, y compris dans ce qui impliquait, c'était pas dans l'asile que ça se faisait, etc. Donc, en même temps, d'un changement institutionnel profond, mais je crois qu'il y a, enfin, une certaine, sans doute, enfin, continuité de cette orientation dont on pourrait trouver des traces, enfin je crois dans ce que font, bon, et d'ailleurs moi bon, il y a ça m'arrive comme ça d'avoir regardé un petit peu des mauvaises fréquentations, je veux dire, des amis des temps anciens, et comme ça j'ai eu 2 ou 3 rencontres. Il y a aussi des gens comme Claude Louzoun, enfin, je ne sais pas si vous voyez, enfin, toute la mouvance, ou bien Franck Chaumont. Et donc, je pense qu'il y a des proximités avec tout ce courant. La différence étant, d'ailleurs, il m'invite, et c'est d'ailleurs aussi pour ça, d'ailleurs, tout en étant flatté d'avoir été invité à Nantes, en même temps, je suis toujours réticent parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas au parfum. Il me semble que je vois intuitivement des complémentarités assez fortes qui méritent d'être travaillées, et pour ça, beaucoup d'estime pour
des gens comme Furtos, Martin, etc., qui font ce type de travail. Mais moi, enfin, j'allais dire, c'est pas mon truc, c'est pas du tout méprisant, au contraire, c'est pas dans ma compétence. Théorie et pratique, quelle articulation? Je vais sans doute décevoir, mais si je dis que je vois pas, enfin, parce que moi j'ai, bon, c'est un peu un truc d'éthique en ce qui me concerne, enfin bon, j'ai beaucoup de respect pour la pratique, enfin bon, et je crois que j'arrive à avoir des rapports qui sont pas mauvais avec des praticiens, que ce soit d'ailleurs des praticiens, surtout d'ailleurs du social, le champ social, etc. Mais c'est à condition de ne pas se mettre à leur place et de ne pas avoir la prétention de dire ce qu'ils devraient faire. Je crois qu'on peut faire comme ça des analyses, et d'ailleurs surtout inviter à avoir des discussions entre nous sur des aspects. Moi, je prends les questions à un niveau un peu différent, un peu sans doute plus abstrait, plus général, etc. Et puis, mais comme ça, les connexions avec la pratique, on en discute. Mais je me suis toujours gardé, et j'ai l'intention de me garder toujours, de dire à quelqu'un, faites ça ou faites ça. Enfin, je pense qu'il est le mieux placé pour juger de ce qu'il peut, ou d'ailleurs de ce qui souvent il ne peut pas faire, sans doute. C'est quand même lui qui a les critères. Bien, voilà l'interview de Robert Castel, qui va donc être suivie par l'intervention de Jean Furtos. Bonjour à tous, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les organisateurs de ce très beau colloque, et vous tous qui en attendez quelque chose dans le partage. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous pour ces 2 journées, très heureux aussi d'avoir entendu Robert Castel, quelques effets directs. Il est resté jusqu'au bout un jeune homme fatigué, on le voit à la fin de l'interview. Vous m'entendez pas là? Si. Un jeune homme d'une grande simplicité, avec une acuité intellectuelle tout à fait pertinente, une modestie qui fait que d'ailleurs il a toujours été, ça a été un maître pour beaucoup d'entre nous, pour moi en particulier, mais ça a été un maître fraternel. Ça n'était pas un père au sens d'être en surplomb dans la différence des générations, c'était un grand frère avec lequel on pouvait échanger très librement, sans aucune prestance. Et on le voit dans cette interview, qui pourrait être en quelque sorte considérée comme un de ses testaments. Il n'a rien à faire passer, il dit ce qu'il pense, et il ne veut pas se mettre en surplomb à la place des choses, à la place des gens. Peut-être sur la souffrance psychique, ayant travaillé moi-même 20 ans avec un sociologue, Christian Laval, souffrance psychique, souffrance sociale, on en était venu à dire souffrance psychique d'origine sociale. Et en fait, la clinique psychosociale, qui a été ce que j'ai plus ou moins constitué avec d'autres, c'est 100% psychique et c'est 100% social. On ne peut pas dire si quelqu'un qui pleure après avoir perdu son travail, c'est du social ou c'est du psychique. C'est 100% psychique, c'est 100% social. Et d'ailleurs, il y a des mots
dans des langues non occidentales où on ne fait la différence que par rapport au contexte entre triste et pauvre, entre triste et précaire. Sur la question de savoir où on habite, c'est vrai que c'est assez difficile. Les gens veulent toujours nous cataloguer. Quand j'ai commencé ce travail, un collègue m'a dit « Furto, c'était en train de devenir une assistante sociale » il y a une vingtaine d'années. Et ce n'était pas un compliment dans sa bouche. Et en réalité, je ne suis pas devenu une assistante sociale, je suis devenu un meilleur psychiatre, travaillant mieux dans les partenariats sociaux, politiques, y compris en santé mentale directe. Et puis alors une petite chose aussi, là, il a eu cette grande diatribe avec Ehrenberg, l'individualisme américain et l'individu français. Moi j'ai compris depuis que je suis à la retraite, j'ai compris. L'américain dont Ehrenberg défend la position, c'est les médecins libéraux en France. Les médecins libéraux en France sont à eux-mêmes leur propre institution par rapport à la sécurité sociale et à leurs patients. Un médecin libéral est sa propre institution et il continue à travailler jusqu'à 80 ans s'il veut. Moi qui suis un médecin public, je ne suis pas moi-même ma propre institution. Je suis dans une institution castellienne, une institution qui vous constitue. Et j'ai toujours appris à être constitué, donc du coup, à un moment donné, on est à la retraite parce que les règles de l'institution font qu'on n'est pas soi-même sa propre institution, il faut en sortir. Et je trouve qu'on pourrait reprendre la fameuse discussion Ehrenberg-Castel, par exemple avec l'Américain, c'est un médecin généraliste français, et le Français, c'est quelqu'un qui travaille dans une institution. Moi, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Bon, alors ça, c'était histoire de faire la transition. Bien sûr, ce colloque est une histoire de rencontre. Une histoire de rencontre au colloque des 5 continents à Lyon, avec Erwan Hotès, avec d'autres qui, d'une certaine manière, se continuent aujourd'hui. Et bien sûr, je vais essayer d'approcher avec vous comment on peut lier le local et le global. Mais quand on parle de global, il faut parler du contexte. Par exemple, le contexte de ma présence aujourd'hui se situe dans le cadre des grèves des trains et des avions, qui lui-même se situe dans un cadre franco-français et européen. Mais on peut aller plus loin. Lorsque pendant la dernière guerre, dans les années 39, 40 et quelques, un certain nombre de patients dans les hôpitaux psychiatriques se sont mis à faire des syndromes assez particuliers. Ils avaient de l'œdème, ils avaient des troubles des protéines et ils mouraient. Alors on a cherché la maladie qu'ils présentaient et il y a un médecin du Vinatier, il y en a eu d'autres ailleurs, qui a dit « mais ils meurent de faim, ils sont en train de mourir de faim ». Ces troubles des protéines et ces œdèmes, c'est des troubles de carence, ils meurent de faim. Et il y a eu 40 000 patients qui sont morts de faim. Et évidemment, à l'époque, dans les hôpitaux français, avec des variables qui sont intéressantes à analyser, on n'allait pas faire un groupe à qui on allait donner à manger normalement et un groupe à qui on n'allait pas donner à manger normalement pour voir s'il y avait des différences de mortalité. Il y a un moment donné, le contexte est tel qu'il faut avoir une parole simple et lumineuse, mais ils sont en train de mourir de faim. Et d'une certaine manière, c'est exactement la même chose qu'il faut faire dans la globalisation, comme disent les Américains, les Anglo-Saxons actuels, dans la mondialisation actuelle. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la mondialisation. On ne va pas faire des groupes qui échappent à la mondialisation, ceux qui sont un petit peu à 80%, pas du tout. Tout le monde est dans la mondialisation. Même tous les pays d'Afrique sont dans la mondialisation, tous les pays d'Asie sont dans la mondialisation, tous les pays d'Amérique latine sont dans la mondialisation, évidemment les pays occidentaux aussi. Et je dis ça parce que quand je vais parler dans certains pays, j'étais en Colombie il n'y a pas longtemps,
je leur parle du contexte de la globalisation, ils comprennent tout de suite. Pourquoi? Parce que la dictature chez eux n'est pas loin. Ils comprennent, quand on parle du contexte social, ça fait tilt. C'est comme nous, après la guerre de 39-40, on comprenait tout de suite le rapport aux politiques et par ailleurs la psychothérapie institutionnelle est née sur fond d'analyse de ce qui s'était passé pendant la dernière guerre. Mais j'ai été voir les Américains récemment au congrès national et annuel de l'Association américaine de psychiatrie. Ben, ils ne comprennent pas. Ils comprennent la crise, mais la globalisation, pour eux, n'est pas un contexte. C'est comme si on parlait de l'eau à un poisson. On ne va pas dire à un poisson, attention, tu es dans le contexte de l'eau. Il dira, mais enfin, il ne dira rien. Il est dans l'eau. Et pour les Américains, sauf quand on prend le temps de discuter avec eux, et s'ils sont dans un rapport proche, dans un rapport de réseau proche, ou après ce colloque où j'ai rencontré beaucoup de collègues, qui sont par ailleurs des collègues aussi intelligents que n'importe lequel d'entre nous et très doués pour beaucoup d'entre eux. Quand on prend le temps de discuter, ils comprennent ce qu'on veut dire par le contexte de santé mentale. Mais d'abord, comme il n'y a pas de chiffres et comme il n'y a pas de statistiques, ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs, dans le dernier manuel DSM-5, il y a des choses qu'on ne peut comprendre, cette hypermédicalisation de la vie quotidienne, que si on se souvient qu'on est dans la mondialisation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la mondialisation? Je voudrais d'abord dire une chose. Quand les malades des hôpitaux psychiatriques sont morts, de faim, à notre honte, pour nous qui en sommes les héritiers, il n'y avait pas d'intention de donner la mort. Certains ont dit oui, il y avait des ordres de Berlin, etc. Pas du tout. Simplement, les malades mentaux n'étaient pas des vrais malades, ils n'avaient pas, contrairement aux tuberculeux ou à d'autres patients, donc ils n'avaient pas de ration supplémentaire dans le cadre des restrictions alimentaires françaises, mais il n'y avait pas du tout d'intention de donner la mort, il y avait simplement une prédation de survie de la part des gardiens et des administratifs qui prélevaient une ration pour leur famille parce qu'ils avaient faim eux-mêmes. Et le fait que ça ait des effets pour les malades n'était pas un problème parce que les droits de l'homme ne s'appliquaient pas aux malades mentaux à l'époque. Et donc simplement, les malades mentaux ne comptaient pas. Eh bien, on peut dire actuellement que de même que les malades mentaux ne comptaient pas dans les hôpitaux psychiatriques pendant la dernière guerre où on cherchait à manger pour sauver sa peau, les êtres humains dans la politique de flux mondialisé de la globalisation, les êtres humains ne comptent pas en tant qu'êtres humains. Ils comptent en tant que particules de flux, avec les flux d'argent, évidemment, dont on sait ce que c'est, les flux d'argent actuellement, les flux de biens, les flux de personnes, sauf pour certains étrangers qui sont étroitement régulés, mais pour ceux qui sont dans le système de la globalisation, ça marche bien, et les flux de culture et d'idées. Et au fond, dans cet immense échange de flux, sauf cas particulier de rencontres extraordinaires, y compris sur le net, car tout n'est pas à jeter, l'individu dans ces flux quantitatifs à forte accélération particulière, l'individu est une particule. Et c'est le fait que l'individu devient une particule alors qu'il a été décrit comme le sujet des droits de l'homme et que les droits de l'homme ont été vendus au monde entier, même à ceux qui n'en voulaient pas, c'est donc cette transformation d'une personne particulière en particule qui navigue dans des flux à grande vitesse, qui donne un certain nombre d'effets, comme disait notre grand frère et maître Castel. Ça donne des effets. Alors, pour parler des effets, je voudrais dire l'effet majeur. Vous savez, des fois, quand on est un intellectuel, moi, j'estime que je fais partie des intellectuels. Pourquoi? Parce que je pense. Donc, je pense, mon travail m'oblige à penser, je suis un intellectuel. Évidemment, je ne suis pas le seul. Et pour moi, j'ai authentifié un mécanisme qui, à mon niveau, est un mécanisme tout à fait particulier d'attaque
de la mondialisation dans ses mauvais effets, parce que dans la mondialisation, il y a aussi des bons effets dont je ne parle pas. Le fait de devenir un village, de se connaître mieux dans le monde entier, n'a pas que des mauvais effets. C'est un défi très très difficile, mais je ne crache pas sur la mondialisation. Je crache sur le néolibéralisme, qui est une perversion intrinsèque, parce qu'il n'y a plus de régulation par le politique, c'est-à-dire centré sur le bien commun. Et le néolibéralisme, pour moi, est intrinsèquement pervers, comme le stalinisme était intrinsèquement pervers. Le marxisme n'était pas intrinsèquement pervers, c'était une option très importante. Le libéralisme n'est pas intrinsèquement pervers, c'est une option très importante. Le néolibéralisme et le néomanagement, pour moi, sont intrinsèquement pervers. Donc, d'une certaine manière, il faut en voir les effets, et d'une certaine manière, il faut résister. Je vais assez loin en disant ça. Est-ce que je suis dans une position politique? Je dirais que c'est d'abord en tant que psychiatre que je me suis aperçu de cette perversité. Ensuite, évidemment, comment on se bat en tant que citoyen, avec qui, etc. Alors, le mécanisme général, c'est il y a précarité et précarité. Robert Castel parlait en quelque sorte d'une mauvaise précarité qui était la perte de la sécurité sociale, comme la perte, une incertitude tellement intense qu'elle fait perdre les points de repère. Mais pour moi, il faut vraiment différencier la pauvreté et la précarité. Il faut que la pauvreté, c'est avoir peu, et le fait d'être pauvre n'est pas une maladie, c'est une difficulté à vivre. Il y a des cultures pauvres qui ont donné des grands mythes de l'humanité, de la musique, de l'art, etc. La misère, c'est autre chose. La misère, c'est une peste, la misère. La misère, c'est crever de faim, il n'y a pas besoin de définition. La pauvreté, c'est avoir peu. Maintenant, à la pauvreté s'y attache le mépris social et la stigmatisation, donc ça n'est plus simplement la pauvreté, c'est autre chose. Mais il faut avoir un certain respect pour la pauvreté tout en la combattant dans une société de consommation où normalement ça devrait être différemment, étant donné ce qu'on sait faire actuellement. La précarité, alors comme je l'ai dit à certains moments, la précarité, c'est avoir, la pauvreté, c'est avoir peu, la précarité, c'est avoir peur de perdre. La mauvaise précarité, c'est avoir peur de perdre les objets sociaux. Pour donner un exemple, quand j'étais à Madagascar il y a très longtemps, lorsqu'un ancien mourait, on tuait ses ébus, tous ses ébus. On bouffait l'héritage. Voilà une société pauvre qui n'avait pas peur de perdre, parce qu'il y avait des systèmes de solidarité tellement consistants qu'ensuite les jeunes pouvaient avoir des vols rituels de zébus pour se marier, pour avoir de quoi offrir à sa bien-aimée, etc. Et le problème, en France, si un héritier bouffe tout l'héritage, on va le mettre sous tutelle. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas, la peur de perdre les objets sociaux, l'argent, le logement, le travail, le statut, est un peu tétanisée chez nous, et beaucoup plus même qu'il y a quelques décades. Et donc une société précarisée au mauvais sens du terme, c'est une société qui est obsédée par la peur de perdre. Alors qu'une société pauvre veut simplement vivre sa vie, gagner pour ses enfants et peut-être avoir plus, mais n'est pas obsédée par la peur de perdre. C'est vraiment fondamental, cette obsession de la peur de perdre. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu là, parce que je vois que le temps passe et il faut tout de même que j'avance. Il y a une bonne précarité dont personne ne parle ou presque. Je trouve ça dommage. On ne parle que de la mauvaise précarité. La bonne précarité, c'est le fait que sans les autres, on ne peut pas vivre. Qu'on soit un kangourou, un grizzly ou un être humain, on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre seul. Je l'ai d'abord décrit avec les kangourous, je ne vais pas le reprendre avec les kangourous, c'est très intéressant pour l'expliquer aux anglo-saxons, mais en gros, nous savons que le petit humain, par exemple le bébé, est extrêmement précaire dans la mesure où, sans les personnes tutélaires, il meurt. Il meurt biologiquement, psychologiquement, il peut mourir aussi. Un bébé qui est maltraité psychiquement dans son respect dû à la petite personne qu'il est, il peut mourir. Et en réalité, nous avons besoin des autres toute notre vie. Les grands vieillards ont besoin. Et quand on dit que les vieilles personnes reviennent en enfance, c'est faux. Ils reviennent dans la précarité de l'enfant, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que comme l'enfant, ils ont terriblement besoin des autres pour vivre. Au cours de maladies,
ou au cours des traumatismes de la vie, des accidents de la vie, comme certains les... Nous avons beaucoup besoin des autres, et puis toute notre vie, nous avons besoin des autres, vous tous, moi, je ne saurais pas vivre sans des gens qui me reconnaissent, avec lesquels je puisse échanger, et puis même toute la fonctionnalité de la vie sur le plan biologique, psychique, social, des valeurs, politiques. La précarité, c'est avoir besoin de l'autre pour vivre. Ce qui se passe, c'est que ce besoin de l'autre pour vivre donne normalement une triple confiance. Confiance en l'autre, si j'ai besoin de l'autre, il est là, sauf mes ennemis. Bon, je fais la différence entre mes ennemis ou ceux qui se fichent de moi, et puis les autres qui m'aident, mes proches, et puis en général la société, quand elle fonctionne bien. Donc j'ai confiance dans l'autre, j'ai confiance en moi-même, parce que si on m'aide, c'est que je suis bon narcissiquement, la confiance est très narcissisant, et j'ai confiance dans le temps. Demain, si je suis encore en déréliction ou en grande difficulté, il y aura toujours quelqu'un pour m'aider, un proche, ma sœur, mon frère, mon mari, mon voisin, l'assistante sociale, un médecin, l'adjoint au maire, le CCAS. Bon. Eh bien, la mondialisation, vous savez, on dit le point d'impact de telle maladie, c'est sur telle enzyme. Le point d'impact de la mondialisation sur le plan psychosocial, c'est transformer la bonne précarité, c'est-à-dire l'interdépendance solidaire, en mauvaise précarité, c'est-à-dire les autres sont dangereux, j'ai plus besoin des autres, je dois devenir autarcique, je dois me débrouiller par moi-même, à chacun sa merde. Et donc, comment ça se passe? Les mauvais effets psychosociaux de la mondialisation, ça va donner des choses que vous connaissez par cœur. J'en parlais tout à l'heure avec Stéphanie qui est venue me chercher dans la voiture. Tout le monde connaît ça. Le premier signe, c'est un hyper-individualisme qui n'est pas philosophique, qui a deux aspects, cet hyper-individualisme, qu'on voit même au travail. On vient au travail pour se réaliser, je veux me réaliser, je veux réussir ma vie. L'obsession de réussir sa vie, quelle connerie. Évidemment, il ne faut pas louper sa vie, mais il faut vivre d'abord. Mais cette idée de réussir sa vie, quoi, la vie est un capital qu'il faut faire fructifier, et c'est horrible vouloir réussir sa vie comme obsession, pas comme effet. Hein. Castel a réussi sa vie, je ne pense pas qu'il avait l'obsession de réussir sa vie. Il avait l'obsession de faire ce qu'il avait à faire. Donc, cet hyper-individualisme a deux aspects. Un hédonisme de désenchantement. Comme je ne crois plus aux valeurs sociales, comme chacun est un individu isolé, eh ben, au moins je vais prendre mon pied avant de tomber malade, avant d'être au chômage, avant d'être à la retraite, avant de mourir. Alors, exemple d'hédonisme de désenchantement, vous allez voir, c'est un cadre de santé que je connaissais très bien dans mon hôpital, et il ne travaillait plus dans mon service, il travaillait dans un autre service, il ne s'entendait pas avec son patron, il n'était pas heureux, forcément. Et alors, il avait une tête qui tombait. Et un jour, je discutais avec lui au self, je le vois heureux. Je lui dis, monsieur Untel, vous allez bien? Il dit, oui, j'ai décidé de me fiche de mon travail, je m'occupe de mes enfants et de mes vacances. C'est ça l'hédonisme de désenchantement. C'est faire le travail pour lequel on est payé, vouloir bien réussir son travail en tant qu'individu, mais bon, j'ai mon statut, j'ai mes horaires, j'ai mes récupérations, et j'ai mes vacances, et voilà, c'est un hédonisme de désenchantement. C'est-à-dire, comme je ne crois plus aux choses qui organisent l'idéal collectif, j'hyper-investis l'idéal de l'individu, du côté de l'hédonisme. Bon, est-ce que ça facilite aussi le consumérisme et les toxicomanies? Certainement. Il y a d'autres choses qui favorisent la toxicomanie également. Et puis, il y a un deuxième aspect, ça c'est dans les bons cas, l'hédonisme de désenchantement. Le mauvais cas, c'est le retrait. Les gens qui vivent seuls, qui ont le même retrait que les schizophrènes, mais sans être schizophrènes. Et qui vivent tout seuls, peut-être avec quelques relations fonctionnelles et par Internet. Je ne suis pas contre Internet, hein, mais disons, Internet peut aussi remplacer des relations vivantes. Et donc, cet hyper-individualisme ne doit pas être traité d'une manière morale. C'est pas bien, c'est de l'égoïsme. Il faut comprendre que ça fait partie du syndrome d'auto-exclusion, que c'est un des effets du néolibéralisme. À chacun sa vie, à chacun sa merde. C'est un effet un effet pervers, absolument,
du néolibéralisme, ça n'est pas du côté de l'autonomie. L'autonomie, c'est faire les bons choix, savoir dire oui, savoir dire non, le droit de vote, le droit de se marier avec qui on veut, le droit... Enfin, vous voyez ce que c'est que l'autonomie. Hein, bon. Alors par contre, deuxième effet pervers, la paranoïa sociale. L'autre est mon ennemi. Alors je ne parle pas la peur des malades mentaux, la peur des étrangers, la peur des jeunes. Il y a les gens ont peur des jeunes actuellement, hein, c'est évident. Mais je vais vous donner un exemple, comment dirais-je, professionnel de paranoïa qu'on finit par oublier. Pour ceux... Alors, en Bretagne, je ne sais pas. Mais la Bretagne, je sais qu'en Rhône-Alpes, les assistantes sociales de la majorité des CAS et des conseils généraux travaillent dans des lieux et quand les usagers viennent, il faut qu'ils sonnent parce que c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Parce que par définition, celui qui vient de l'extérieur est dangereux. Donc, voilà un exemple de paranoïa sociale institutionnalisée. C'est une paranoïa sociale institutionnalisée. C'est une institutionnalisation du ghetto. Il faut montrer patte blanche pour entrer. Et je suis sûr que certains ouvriraient la porte, on dirait, mais c'est une faute professionnelle. Moi-même, dans le CMP dont je suis parti, après avoir pris ma retraite, la porte était toujours ouverte. Quand je suis revenu, la porte était fermée. Je dis, oh là là, c'est allé vite. J'ai discuté avec la secrétaire, qui était une femme très bien, qui est toujours une femme très bien. Elle m'a dit, oui, mais un jour, il y a un monsieur qui est rentré, on ne l'a pas vu monter, il est monté en haut, etc. Il aurait pu, en fait, il aurait pu, oui, il aurait pu. Et alors, il devait y avoir quelque chose, mais il ne s'était rien passé de spécial. Et depuis, la porte était fermée. J'ai discuté avec elle, donc je n'avais plus le pouvoir hiérarchique, mais j'avais encore la capacité de discuter. J'ai parlé du ghetto. Ce fait de dire que les gens ne sont plus chez eux, il faut qu'ils montent patte blanche, etc. J'ai vu que quand j'étais revenu ensuite, la porte était de nouveau ouverte. Ouf, un endroit qui n'est pas atteint complètement par la paranoïa sociale. En général, la paranoïa sociale, quand elle s'institutionnalise, on ne la voit plus parce qu'elle fait partie des choses ordinaires. J'ai été en Colombie récemment, j'ai décrit des choses de la paranoïa sociale. Là-bas, il y a beaucoup... Vous allez en Colombie, tout le monde vous parle de la violence. À juste raison d'une certaine manière. Il y a une mafia institutionnalisée maintenant qui est assez préoccupante. Mais j'ai vu des éléments de ritualisation de la vie paranoïaques qui sont complètement inadéquats. C'est-à-dire, même en tant que pouvant produire de la sécurité, ça ne sert à rien. Et j'ai proposé de faire une recherche avec une collègue qui est prof en psycho. Là-bas, on va sûrement faire une étude sur la comparaison entre les mécanismes institutionnels de paranoïa sociale en France et en Colombie. Qu'est-ce qu'on ne voit plus, où on voit qu'on a peur de l'autre, mais qui nous constitue comme ayant peur de l'autre dans le quotidien. Ça, c'est terrible. Dans des petits ghettos portatifs où on vit chacun avec l'idée que l'autre est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire, là, hein? Bon. Et puis, alors, il y a le troisième, l'hyper-individualisme, la paranoïa. Et puis, bon, de toute façon, j'arrêterai un quart d'heure avant 11h pour qu'on puisse discuter. Hein, parce que je m'aperçois que quand on discute, on ne peut pas tout dire, mais en même temps, c'est important que je prenne le temps de vous expliquer sans aller trop vite, parce que si j'allais trop vite maintenant, je rentrerais dans la troisième partie de l'effet négatif du néolibéralisme mondialisé, qui est rentrer dans un temps accéléré. La perte du grand temps. La perte du grand temps se manifeste par deux choses. Pour ceux qui sont bien insérés, mettons vous et moi, on est toujours pressés. C'est-à-dire on rentre dans un temps maniaque, où il faut toujours se dépêcher de travailler, de regarder sa montre, de remplir des enquêtes, des rapports. On est toujours en retard. C'est terrible comme stress. C'est étudié pour. Et donc, c'est une sortie maniaque du grand temps que beaucoup de gens, très bien, ont étudié. C'est comme un peu un camion fou qui accélère comme ça et on ne sait plus comment l'arrêter, alors même qu'on a des outils de plus performants pour gagner du temps. Et puis, alors ça c'est le temps maniaque, puis le temps mélancolique, c'est ceux qui disent tout est foutu, la culture est foutue, le travail social est foutu, les hôpitaux sont foutus. Et ce qui se passe, c'est que les anciens professionnels disent aux jeunes qui arrivent, mes petits chéris, vous n'avez pas de chance,
Nous, quand on a commencé, il y avait un vrai travail social, un vrai travail médical. Mais vous, ben voilà, à 20 ans près. Et, alors j'avais dit ça en pédopsie, et il y a une jeune psychiatre qui est venue me voir en disant « Monsieur Furteau, c'est formidable parce que vous avez dit ça pour les parents et les enfants, mais moi je le vis en psychiatrie. Tous mes maîtres en psychiatrie me disent « La psychiatrie est foutue ». Alors que simplement la psychiatrie ne fonctionne pas comme avant, et effectivement il faut connaître l'histoire. Et le rôle des anciens, c'est pas de transmettre la mélancolie, c'est de transmettre l'histoire. C'est pas pareil. Et je dirais même que le rôle essentiel de l'accompagnement social, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ce qu'on fait ensemble, c'est d'essayer de rentrer dans le grand temps. Le temps d'où on vient, depuis l'homme de Néandertal, depuis Platon, depuis les générations plus immédiates qui l'ont précédé. Et puis sauf une catastrophe que les historiens diront, et que nous n'avons pas à dire, ça va continuer encore un certain nombre de générations. Et si notre culture disparaît, c'est ceux qui viendront après qui diront « Tiens, les Mayas ont disparu, les Occidentaux ont disparu ». Pour le moment, dire « on est en décadence complète », c'est simplement une dépression collective. Alors, voilà. J'ai jusqu'à 11 heures, hein, c'est ça? Mais en comptant la discussion ou... Si on veut discuter, il faut peut-être s'arrêter dans 5 minutes. Alors écoutez, je vous recommande beaucoup de lire ce que j'ai écrit sur le syndrome d'auto-exclusion. Parce que le syndrome d'auto-exclusion, c'est justement cette hyper-individualisation de l'individu qui, à certains moments, ressemble à des schizophrénies, à des dépressions graves et n'en sont pas, ou à des mélancolies et n'en sont pas. Et à certains moments, c'est simplement nous en train de nous hyper-individualiser dans notre travail et dans nos familles, en disant chacun sa vie, chacun sa merde, il faut que je réussisse ma vie, et il faut que je suis tétanisé par la peur de perdre. Et donc, il y a un certain nombre de signes que j'ai été amené à décrire. Certains sont de l'ordre de la disparition du sujet, avec des signes paradoxaux qu'il faut peut-être savoir tout de même. Je vais peut-être vous parler que des signes paradoxaux. Parce que vous devez pouvoir lire, et puis vous avez reçu déjà, je sais que Erwan vous a envoyé donc voilà, donc je ne suis pas supposé vous en parler. Mais le paradoxe, si vous voulez, c'est quand la bonne précarité se transforme en mauvaise précarité, tout se passe comme si on rentrait dans un monde à l'envers. Paradoxal, ça veut dire contraire à l'opinion commune. Par exemple, il y a un exemple que j'ai donné il y a 20 ans, parce que il m'avait stupéfait, puis ça a beaucoup frappé les mentalités. Un homme de la rue, à Valence, France, se promène avec une hache et un couteau. Tout le monde dit « là, il est dangereux ». Et les gens marchent à 10 mètres de lui, dans la rue. Un jour, une petite psychologue de rien du tout, qui n'avait même pas terminé ses études, qui était stagiaire, lui demande « Monsieur Untel, pourquoi vous portez une hache et un couteau ?» Elle parle en français courant. Elle pose une question que personne n'avait eu l'idée et le courage de poser. Et donc, comme on lui pose une question simple, il répond, c'est pour ne faire de mal à personne. Ah, c'est juste le contraire de ce qu'on croyait. Et il explique qu'il se sent terriblement agressif. Et pour protéger les autres de son agressivité, il les tient à distance. C'est exactement ce qu'on savait. C'est exactement le contraire de ce qu'on pensait. C'est-à-dire que sa hache et son couteau était dans un monde à l'envers où il protégeait les gens par éthique personnelle de sa dangerosité. Et très souvent, quand on a peur des gens dans la paranoïa sociale, on devrait savoir qu'un comportement un peu agressif peut avoir 5, 6, 7, 8 significations. Évidemment, si quelqu'un vous poursuit directement avec une hache et un couteau, vous fuyez, vous fermez la porte et vous appelez la BAC. Mais c'est très très rare. En général, l'agressivité ordinaire que nous côtoyons journellement, elle est tout à fait jouable si on n'a pas peur de notre peur et si on sait qu'on vit dans un monde à l'envers. Et puis, il y a le monde à l'envers qui est plus on va mal, moins on demande de l'aide. Plus on a besoin de voir un psy, plus on parle à son travailleur social comme si c'était un psy. Et quand on va voir son psychiatre, on lui dit qu'on n'a pas de travail et qu'on n'a pas de logement. Une sorte d'inversion du discours qui se comprend, qui est paradoxale et qui fait qu'on doit être un peu décalé de nos cœurs de métier et travailler en réseau. Et puis, il y a un certain nombre
d'échec professionnel, parce que c'est vrai que quand on est dans l'auto-exclusion, en quelque sorte, on s'empêche de vivre pour vivre. C'est le paradoxe, on s'empêche de vivre pour vivre, et revenir dans la vie, je ne sais pas si vous avez vu, quand on met un garrot, par exemple, si vous avez déjà eu un garrot un jour, parce que vous saignez, on vous met un garrot pour vous faire des points de suture. Quand on enlève le garrot au bout de 20 minutes, ça fait drôlement mal quand le sang circule, parce que vos artères et vos veines n'avaient plus l'habitude de la circulation du sang. Quand on prend l'habitude de s'empêcher de vivre pour vivre, c'est très difficile de revenir dans le courant de la vie, sauf à certains moments, si c'est au début, parce qu'au fond, ce syndrome d'auto-exclusion, c'est un découragement, c'est Maison Dieu qui m'a appris ça, c'est un découragement qui n'est pas de la dépression, qui se confine au désespoir, et qui donne ensuite ce repli incroyablement fort à certains moments. Ben, j'en viens aux conclusions. J'en viens à deux choses. Deux choses pour terminer, et je vais m'arrêter là. Mais vous ne pouvez pas savoir comme le temps passe vite quand on prend son temps. Et c'est pour ça que quand on vit en prenant son temps, on ne s'ennuie jamais. Deux choses. Premièrement, quand les gens ne veulent plus sentir leur souffrance d'exclusion, car il s'agit bien de ça, je ne suis plus considéré comme un être digne, et je me ferme chez moi, et je me ferme chez moi pour me fermer d'autrui, et pour ne plus vivre l'ambivalence extrême des sentiments, la perte de confiance, eh bien ce qui se passe, c'est que ma souffrance en moi, que je ne veux pas sentir, c'est celui qui est en face qui la vit. Je squatte les dents de ma souffrance. C'est vrai pour les enfants qui souffrent, c'est vrai pour les psychotiques, c'est vrai pour ceux qui sont en précarité négative et qui font vivre à l'autre leur souffrance. Et donc, le malaise des intervenants, c'est le premier signe de la clinique psychosociale. Et quelquefois, ça donne des troubles, donc, qui nécessitent une ergonomie, une protection de sa propre santé, une protection par la hiérarchie et par les collègues. Car quand on travaille avec des gens en précarité extrême, on en reçoit plein le corps et plein la vie psychique, et ça peut donner des maladies. Je pourrais vous en dire plus, mais il faut savoir en tout cas que c'est très embêtant d'être squatté par la souffrance de l'autre. Les analystes appellent ça le transfert, surtout dans une conception néo-managériale du travail, où il faut être efficace et produire des flux, et on se fiche réellement du bel ouvrage qui est fait. Donc moi maintenant j'ai envie de faire des formations pour les cadres supérieurs et les chefs, pour leur expliquer que le premier rôle de la hiérarchie, c'est de protéger de trouver l'argent et de protéger le travail. Et pour terminer, que faut-il faire ensemble? Écoutez, en attendant une modification du néolibéralisme qui se fera par un effet de seuil à un moment donné, je ne sais pas quand. Vous savez ce que disait celui qui a écrit La condition humaine, Malraux, dans un livre qui n'est pas connu du tout, L'homme précaire dans la littérature. Il disait « Aucune culture n'a jamais réussi à anticiper les mutations spirituelles qui allaient lui permettre de continuer de vivre. » Vous mettez mutation spirituelle par mutation de valeur. Nous ne savons pas encore comment la société néolibérale, qui est invivable, contrairement à la propagande qu'on entend à la télévision et à la radio, qui est une propagande néolibérale insoutenable, ne parlant que d'argent et des flux d'argent, justement. Quand est-ce que par des effets de seuil, quelque chose va se modifier? En attendant, il faut rester vivant, rester pugnace. Et nous avons des métiers pour aider les gens à rester vivants, à ne pas se déconnecter, que les institutions ne se déconnectent pas, et que la santé mentale, ça soit conçu non pas comme un petit nom de la psychiatrie, mais comme un champ qui nous concerne tous. Comment aider ces hyper-individualistes paranoïaques qui ne croient plus à l'avenir, que nous sommes partiellement, à refaire du lien, à ne plus avoir trop peur de l'autre, à faire les alliances qu'il faut et à rentrer dans le grand temps. Je vous remercie. Bien. Y a-t-il quelques questions? Alors effectivement, nous sommes un tout petit peu en retard, mais je ne vais pas reprendre. Après, ce que vous avez dit, Jean Furteau, c'est difficile de reprendre cette question-là, mais tant pis. Donc 5 à 10 minutes de débat avant la pause.
Voilà, la première question, toujours la plus délicate. Il y a des micros qui peuvent se balader. Questions, remarques ou autres? Allez-y, vous êtes peut-être un peu saisi par le caractère emphatique de ce que j'ai dit, la passion avec laquelle je l'ai dit. Vous pouvez être d'accord, ça peut vous évoquer des choses, vous pouvez être en désaccord, ça peut vous donner une idée, une contre-idée. Là-bas, à droite. Un peu en haut à droite, là. Déjà pour vous remercier, parce que ce que vous dites, je trouve vraiment écho. Moi, je voudrais vous demander si vous auriez une idée, entre guillemets, concrète, d'une sorte de boîte à outils pour les travailleurs médico-sociaux que nous sommes et autres, justement face à ce management qui devient parfois pressurisant et comme si on devenait, dans, par exemple, un CCAS, un conseil général ou autre, un petit peu l'espèce, non pas de poubelle, mais où les gens doivent venir trouver des réponses et où le professionnel peut être justement sous cette pression. Moi, j'aime bien cette notion de boîte à outils, qu'on puisse se partager entre collègues pour se soutenir et voir un petit peu un autre visage d'espérance dans notre travail. D'abord, il faut prendre au mot le fait que nous sommes un peu des poubelles. J'ai travaillé à Dakar quand j'étais plus jeune, à la fin de mon internat, et il y avait le chef des malades qui était un ancien sorcier guérisseur qui allait bien. Je dis, mais pourquoi tu restes le chef des malades? Tu vas bien maintenant? Pourquoi tu ne reprends pas ton rôle de guérisseur? Il m'a dit, t'es fou, j'attends que mes enfants soient grands. C'est-à-dire qu'il savait très bien qu'il manipulait des esprits, des entités, et que ces entités, s'il les manipulait alors que ses enfants étaient grands, il sentait qu'il pouvait rendre malade ses enfants. J'ai dit ça récemment à l'école de travailleurs sociaux du Sud-Est à Lyon. Et il y a la monitrice qui m'a dit, mais écoutez, moi c'est pareil. Quand j'étais en pédopsie, quand j'ai eu mes enfants, je me suis arrêté parce que c'était trop fort pour moi de voir les enfants. Donc déjà, si vous voulez, nous n'attendons pas d'élever nos enfants pour travailler. Dans le profil de poste d'un travailleur social, d'un jeune interne, d'un jeune psychologue, il faut avoir élevé ses enfants. Donc effectivement, on nous donne des distances professionnelles, des défenses professionnelles utiles. Mais malgré tout, comme pour le sorcier de Dakar, ou comme pour chacun d'entre nous, on en reçoit des choses à l'intérieur de nous qui sont de l'ordre de la souffrance. On est squatté par la souffrance de l'autre parce qu'il n'est pas élaboré par l'autre. Donc, le fait d'être considéré comme une poubelle est tout à fait noble. Le problème, c'est comment on transmute, pas seulement on nettoie la poubelle, mais on transmute ce qui est considéré comme poubelle en quelque chose qui doit être noble. Parce que ce que nous portons en nous, qui est une poubelle, c'est en fait l'autre qui ne peut pas se porter lui-même que nous portons en nous. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a tout de même ici, par exemple, la présidente des CCAS de Loire-Atlantique, hein, si j'ai bien entendu, je ne sais pas si elle est encore là, mais... ce qui est important, c'est de comprendre les enjeux de la clinique psychosociale aujourd'hui, le fait que, par exemple, travailler seul est quasiment impossible, qu'il faut travailler en binôme, en référé à l'équipe, accepter de perdre du temps en équipe pour parler des choses. Si on peut avoir des analyses de la pratique, c'est bien. Si on n'en a pas, il faut apprendre comment on va prendre de la distance par rapport à ce qui nous est donné, la manière dont on est squatté. Ça fait partie du boulot. Et si on refuse ce boulot, on se met dans l'auto-exclusion et on dit chacun sa merde. Et on va donner on va faire des dossiers, on va donner des médicaments uniquement si on est médecin, on va uniquement traiter la surface classificatoire des choses. Mais la surface classificatoire des choses, bon, si on donne de l'argent à quelqu'un ou des médicaments, c'est pas rien. Mais ce qui compte, c'est vraiment les relations pour de vrai, à titre professionnel, qu'on a avec les gens. Cette relation professionnelle dans la société qui est la nôtre est vraiment dangereuse, au sens du danger de l'altérité, du danger de... Donc je crois qu'actuellement, il faudrait que le fait du malaise de l'intervenant soit considéré
comme faisant partie de la boîte à outils. C'est-à-dire qu'il faut mettre la souffrance portée de l'intervenant dans la boîte à outils. Et au contraire, les professionnels qui ne souffrent pas, il faut qu'ils changent de métier. Un professionnel qui n'est pas mal à l'aise, sauf s'il travaille qu'avec des gens qui vont bien, qui disent « Bonjour madame, voilà ma demande, une demande bien... » Oui monsieur, volontiers. Bon, quelquefois ça marche comme ça, effectivement. Hein, ou j'ai une appendicite, très bien, je vous opère. Vous voyez, c'est magnifique. Mais ça ne fonctionne pas toujours sur le mode opératoire. Donc le malaise de l'intervenant doit faire partie de la boîte à outils. Et la manière de traiter le malaise de l'intervenant en équipe doit faire partie de la boîte à outils. D'autant plus que les intervenants maintenant, eux-mêmes, rentrent dans une précarité due au nouveau management, une précarité psychique, parce que justement, il n'y a pas que la précarité sociale, on peut très bien être sûr de jamais être viré de sa boîte et être en précarité sociale si on a perdu confiance. Si on définit la mauvaise précarité comme le fait d'avoir perdu confiance dans ce qui normalement doit vous aider à vivre et à travailler, la mauvaise précarité, ça peut être même avec quelqu'un qui est fonctionnaire. Donc comment traiter les effets de la précarité, y compris pour ceux qui n'ont pas de problème de fin de mois ou pas trop. C'est devenu un enjeu. Oui, les mains se lèvent. Alors, par contre, nous allons devoir malgré tout être... je sens que M. Furtos va réagir. On aura d'autres occasions dans la... Oui, c'est ça. À la fin... Il va y avoir d'autres... Oui, bien sûr. Merci. Moi, je suis interrogative. J'aimerais avoir votre avis sur ce passage du père au frère, finalement, ce que vous nous avez souligné dans la position de Castel, plutôt comme frère que comme père. Vous concluez finalement en désirant vous adresser au cadre des institutions pour qu'ils deviennent effectivement plus des protecteurs et pas que des managers, des interdicteurs. Est-ce que là, il faut voir une figure du bon frère et du mauvais frère? Comment passer de cette prérogative qu'avait le père à cette nouvelle prérogative que obtient le frère? C'est une très bonne question. Alors, si vous voulez, je ne suis pas contre la hiérarchie. J'ai moi-même été dans la hiérarchie, je trouve que c'est une fonction sacrée. Simplement, celui qui est chef, il ne doit pas se prendre pour le chef. Il sait que c'est un humain ordinaire, avec sa précarité ordinaire, qu'il a besoin des autres, etc. Et simplement, il sait qu'il est en charge d'eux. Et étant en charge d'eux, comment il va faire pour protéger l'équipe? Alors, il y a plusieurs styles. Il peut y avoir un style qui n'est pas fraternel. C'est vrai qu'il y a des grands sociologues qui ont été plus dans une position de surplomb, théorique, etc. Je ne suis pas du tout contre la fonction parentale. Mais la fonction parentale, ou en tout cas la fonction de protection d'une équipe, c'est une fonction où on sait qu'on est exactement dans l'humanité ordinaire, mais qu'on nous a confié un rôle de coordination. Et comment on fait pour que les gens travaillent bien ensemble en respectant l'éthique, les normes du travail, les règles du métier, mais il suffit de savoir d'avoir une sorte de sympathie fondamentale pour la bonne précarité, pour l'impuissance naturelle, pour la souffrance humaine, et d'avoir une empathie naturelle. Et il y en a qui jouent en chef, mais il y en a qui vont jouer sur le modèle chef. Surtout quand on joue le rôle du chef, il ne faut pas s'y croire. Quelqu'un qui se prend pour le chef, il est foutu. Quelqu'un qui est chef et qui exerce son rôle de chef, ça va très bien. C'est se prendre pour un chef qui est grave, vous voyez. Mais être un chef et exercer ses prérogatives et avoir beaucoup de sympathie pour son équipe, parce qu'ils font un métier difficile, c'est plutôt une question d'état d'esprit. Hein. Mais je pense fondamentalement qu'il n'y a pas de fraternité s'il n'y a pas de fonction parentale. Donc la fonction parentale, ça peut être la République aussi, la patrie, l'institution. C'est pour ça qu'il faut avoir des institutions qui nous mettent dans une position instituée. Il faut qu'il y ait de la fonction parentale quelque part, je pense tout de même. Il ne faut pas s'y croire. Voilà.
Je propose qu'on arrête les questions parce que comment je pense que Jean Fritos est là pour 2 jours. Il y aura encore plein de temps de débat avec lui. Je vous propose de partir en pause et on se retrouve ici à 15h30. À tout de suite. Moi j'ai des patients à 13h15.